Bonjour tout le monde. Merci d'être là en aussi grand nombre, c'est vraiment apprécié. Donc, je présente aujourd'hui M. Nicolas Zorn, qui est doctorant en sciences politiques de l'Université de Montréal. Lui a le poste de directeur du projet d'Observatoire sur les inégalités. C'est un spécialiste des inégalités, évidemment. C'est ça. Voyons. Pardon. On va regarder les questions à la fin de la conférence. Donc, je vous introduis M. Nicolas Zorn. Un applaudissement pour M. Nicolas Zorn. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. J'espère, est-ce que c'est correct le son? Parfait. J'espère que vous allez bien. Il fait pas si beau que ça présentement à Montréal. C'est pas si pire que ça à Sherbrooke. J'aimerais bien commencer avec une question. Et prenez bien le temps de penser à la réponse à laquelle vous voulez donner. Gardez-la dans votre tête. Quel est le but de la vie? Rien de moins. Pensez-y. Peu importe la réponse à laquelle vous pensez, il y a des bonnes chances que les inégalités y soient reliées de près ou de loin. Les sociétés plus inégalitaires connaissent moins de croissance économique, plus de crises économiques, plus de problèmes sociaux, plus de problèmes de populisme, de xénophobie, des problèmes de mobilité sociale, c'est plus dur de monter l'échelon social. Il y a des problèmes de santé qui sont plus courants. Bref, aux objectifs que vous vous donnez, il y a moins de chances que vous les atteigniez dans une société plus inégalitaire. La présentation va être divisée en 7 points. La première, de quoi on parle? On parle souvent d'inégalité en général, mais on ne spécifie pas nécessairement de quoi on parle. Ensuite, pourquoi redistribuer? Comment redistribuer? Il y a plusieurs façons de le faire. Le modèle québécois a des caractéristiques importantes par rapport à la redistribution et a un gros impact par rapport à la réduction des inégalités. La vie des citoyens et des citoyennes au Québec, quel est-il par rapport aux inégalités? Et finalement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Quelles sont les solutions et comment on peut les atteindre? Suivi d'une période d'échange. La portion en haut à votre droite va signaler les éléments de où est-ce qu'on est rendu dans la présentation. Et commençons par le commencement. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'inégalité? Eh bien, une inégalité, il y en a plusieurs définitions. D'abord, d'un point de vue mathématique, c'est un écart, une distance entre deux points. Au niveau économique, c'est un écart, les écarts de revenus qu'on connaît entre riches et pauvres. Généralement, le type d'inégalité à laquelle on pense. Mais c'est aussi un écart social, une distance entre les citoyens et les citoyennes. Les deux personnes dans une société inégalitaire peuvent vivre des vies complètement différentes, ne jamais se croiser, ne jamais aller à la même école, ne jamais envoyer leurs enfants aux mêmes écoles, ne jamais aller au même restaurant, ne jamais vivre les mêmes choses. Deux sociétés à l'intérieur d'un même endroit. On pourrait commencer avec une vision très classique des inégalités, mais encore là, il y a quand même quelques nuances importantes. On pourrait parler d'inégalités entre les riches et les pauvres, mais aussi les inégalités entre les riches et la classe moyenne, ou encore entre la classe moyenne et les moins nantis. Évidemment, il y a différentes causes et il y a différentes conséquences et différents portraits par rapport à ces différents types d'inégalités. Et les trois, par contre, sont souvent interreliés. Généralement, une société plus inégalitaire, sur un de ces types d'écarts, va généralement être plus inégalitaire sur les autres types d'écarts. Lorsqu'on parle d'inégalité, on parle souvent de ressources matérielles, des inégalités de revenus, de richesse, de patrimoine, mais ce ne sont pas les seuls types de ressources qui sont distribuées de façon inégale. Il y a également les ressources sociales et politiques. Combien parmi vous avez déjà obtenu un emploi ou connaissez quelqu'un qui a obtenu un emploi parce qu'il connaissait quelqu'un? Ça, c'est une ressource importante, votre réseau de contacts. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès au PDG de la banque locale pour postuler un emploi, ou au premier ministre, ou au député. Les réseaux politiques aussi, ça compte pour transformer le type de société que l'on souhaite avoir. Évidemment, le type de société qu'on souhaite avoir va probablement différer si on est en haut ou en bas de l'échelle des revenus. Mais il y a également des ressources symboliques. Un diplôme, c'est un morceau de papier.
Ça vaut quelque chose, par contre. Ça signifie quelque chose, mais c'est largement symbolique. Un prix Nobel de la paix, on ne peut pas trouver ça sur Kijiji. Pourtant, ça vaut quelque chose. Ça donne accès à des tribunes, ça donne accès à être écouté, à avoir de l'influence, puis aussi des cachets intéressants lorsqu'on donne des conférences. Généralement, ces types d'inégalités, ces types de ressources, elles vont ensemble. Souvent, lorsqu'on a plus de revenus, les réseaux vont généralement suivre. Même chose pour les ressources symboliques, les prix symboliques. Ça fait plusieurs années que je présente ce tableau-là et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je l'ai donc ajouté. Les ressources de qualité de vie. Les années d'espérance de vie. Ces écarts-là sont souvent importants. Juste dans 2 quartiers, un riche, un pauvre, à Montréal, entre Westmount et Saint-Henri, l'écart d'espérance de vie est de 11 ans. Juste l'endroit où vous naissez, vous allez vivre 11 ans de moins que le quartier à côté. Vous savez quel 2 pays a un écart de 11 ans d'espérance de vie? L'Allemagne et le Bangladesh. C'est dans notre cour arrière. Bref, il y a plusieurs types d'inégalités, souvent ça va ensemble. Pourquoi redistribuer? Eh bien, il y a différents critères de redistribution. D'abord, est-ce qu'on parle d'égalité ou est-ce qu'on parle d'équité? Que les gens, on redistribue de façon égale, qu'on donne le même montant à tout le monde, par exemple, ça ne veut pas dire que le résultat va être équitable pour autant. Est-ce qu'on parle de redistribuer au niveau du processus, donc avoir un impact sur le processus, ou sur les résultats? Est-ce qu'on veut avoir une influence sur la façon que vous évoluez dans la société, par exemple en se disant, bien, on va tous vous donner accès à l'école, ou est-ce que, même en donnant ça à tout le monde, il y a des inégalités de résultats qui persistent? Parce qu'il y a des discriminations, notamment, qui persistent. Et lorsqu'on se dit, bien, on veut juste avoir un impact sur l'égalité des chances, bien, il y a quand même des inégalités qui persistent. Ça, on le voit. Si on veut commencer à avoir un impact plus important sur certains types d'inégalités, je pense notamment aux écarts de revenus entre hommes et femmes, eh bien ça, c'est une inégalité de résultats sur lequel on veut travailler. Ceci étant, même si on les met souvent en opposition, on fait généralement des deux et c'est bien de faire les deux, c'est complémentaire. Critères de redistribution, on peut avoir une égalité verticale ou une égalité horizontale. Égalité verticale, ce n'est pas à cause que 2 personnes ont le même revenu que la situation elle est pour autant équitable. Un étudiant qui rentre sur le marché du travail, qui a un certain niveau de revenu, est-ce que sa situation elle est aussi juste qu'une mère monoparentale qui a 2 enfants à sa charge? Je pense que la réponse va de soi. Les situations, c'est important de les prendre en compte, même s'il y a une égalité ici. Il y a aussi l'égalité au niveau vertical qui est ici entre les riches, les pauvres, la classe moyenne, dans l'autre direction. C'est important de les distinguer parce que lorsqu'on parle d'égalité ou d'inégalité, ça se peut qu'on soit en train de s'ostiner pas sur la même chose ou pas sur la même base. Puis finalement, on peut regarder l'approche micro, donc les parcours individuels, parcours spécifiques, ou une approche macro. Regarde le 1% le plus riche, on n'est pas en train de parler de Bill Gates ou on n'est pas en train de parler de tel fonctionnaire qui gagne 300 000 $ par année. Il y en a très peu par ailleurs, mais il y en a. C'est important de les distinguer. Il y a différentes facettes à la redistribution. On pourrait parler de ressources qui sont distribuées, service public versus un revenu qu'on donne. Si on donne un revenu minimum garanti ou si on donne accès à l'école publique de façon gratuite, si on donne accès à certains services, certaines infrastructures dans certains quartiers, c'est important de le distinguer. Autre distinction importante, la source de la ressource. La source de cette redistribution, par exemple d'un service, ça pourrait provenir de l'État directement ou d'une organisation mandatée par l'État, par exemple les CPE. L'impact n'est pas nécessairement le même dans la mesure où, par exemple, le pouvoir décisionnel pourrait être local, donc vous pourriez avoir une influence dessus, versus si la décision se prend au ministère, bien, bonne chance d'avoir accès au ministre. Une distinction à faire au niveau de qui est le prestataire ou le receveur de la ressource. Par exemple, dans certains
pays d'Europe du Sud, les revenus, les transferts de revenus sont donnés aux chefs du ménage, qui, sans surprise, sont les hommes pour ce système-là. Alors qu'il y a des systèmes comme les pays scandinaves qui disent « Non, non, on est en train de créer une inégalité, on va le donner à chaque individu à la place. » Parce que c'est un droit social au niveau individuel et non pas au niveau du ménage. Il y a aussi une distinction importante. Et finalement, le processus de redistribution par lequel il passe. Est-ce que les citoyens ont un mot à dire sur ces décisions ou est-ce que c'est seulement les fonctionnaires qui prennent la décision? Qui est consulté lorsqu'on établit une politique publique? Des intérêts spéciaux? Juste des experts? Quel type d'experts? Ils viennent de où? Des choses à réfléchir. Il y a différentes philosophies d'intervention, donc de justification pour laquelle on veut redistribuer ou pas. Je vais vous en donner 10. La première, si on veut réduire les inégalités, une des raisons pour laquelle on pourrait souhaiter le faire, c'est qu'on veut réduire les obstacles à l'épanouissement individuel. Quand on sait que juste votre nom de famille que vous mettez sur votre CV peut avoir un impact sur votre carrière, bien ça, c'est le genre de choses, c'est un obstacle à l'épanouissement individuel. C'en est un parmi tant d'autres. C'en est une bonne raison de redistribuer. Une autre raison, maximiser l'utilité ou le bien-être. Vos premiers 10 000 ils valent beaucoup plus à vos yeux que votre premier 100 000 et votre premier 100 000 vaut beaucoup plus à vos yeux que votre premier million. Pourquoi? Parce que ce sont davantage des biens essentiels. Et plus vous avez un dollar additionnel, plus son gain en termes d'utilité, il est marginal. Vous devriez savoir ça, j'imagine, dans le cours d'économie. Je ne le présente pas juste à des gens en économie, mais bon. Moins d'externalités négatives. Les sociétés inégalitaires, il y a des problèmes économiques qui viennent avec, il y a des problèmes au niveau social, il y a des problèmes au niveau de la démocratie, de la corruption, problèmes au niveau de la cohésion sociale. Si on veut réduire ces externalités, on veut qu'il y ait moins de crise financière et de crise économique et de récession comme il y en a eu en 2009, bien, réduire les inégalités, c'est une bonne raison de le faire. Une autre façon, c'est de vouloir réduire les risques sociaux. On se dit que c'est une bonne idée de redistribuer, par exemple, parce que le chômage, le risque de tomber en situation de chômage n'est pas distribué de façon égale selon votre situation. Et donc, c'est une bonne raison pour réduire les inégalités. On peut redistribuer selon le cycle de vie. Regardez, sur l'ensemble de votre vie, il y a une partie de l'argent que vous recevez ou qui va vous être perçu, que c'est de l'argent que vous vous redistribuez à vous-même à différentes étapes de votre vie. C'est normal que vous payiez moins d'impôts puis vous receviez davantage de transferts, de bourses lorsque vous êtes étudiant et davantage de transferts et moins de taxes lorsque vous êtes retraité, mais davantage de taxes lorsque vous avez un haut revenu. Vous redistribuez dans ce cas-ci de vous-même à vous-même, mais sur une plus longue période. On peut vouloir stabiliser le cycle économique. Je faisais référence tout à l'heure à la redistribution des revenus, le manque de redistribution de revenus comme cause de la crise économique de 2008-2009. Le fait de toujours baisser les impôts et de réduire les transferts et de réduire les services publics, d'accroître les inégalités, d'avoir plus d'argent au sommet qui s'en va en finance plutôt que dans l'économie réelle, ça a un impact sur les crises économiques. Maintenant, c'est bien documenté. La raison positive pour laquelle il faudrait réduire les inégalités, ça aussi, c'en est une. On peut avoir une redistribution territoriale d'un territoire plus riche, un territoire plus pauvre pour différentes justifications politiques. On peut vouloir réduire les inégalités pour avoir une certaine cohésion sociale. On veut vivre dans une seule société plutôt qu'avoir deux types de sociétés qui vivent en parallèle, mais ne se côtoient jamais vraiment. On peut vouloir assurer davantage d'égalité d'opportunités, donc les chances au départ. Au départ de la course, on veut que tout le monde parte sur la même ligne. Puis on peut aussi vouloir, plutôt que juste donner des revenus, donner des capabilités, terme d'Amartya Sen, prix Nobel de l'économie, selon lequel, des fois, les gens n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'aptitude pour se rendre à leur objectif personnel qu'ils se donnent. L'éducation est un bon exemple, ce n'est pas le seul. L'enjeu avec les deux dernières justifications, l'égalité des chances et les capabilités, c'est que lorsque vous avez ça, vous misez beaucoup sur l'égalité des chances, les capabilités, mais vous êtes dans une société plus inégalitaire, il y aura davantage de compétition sociale. Vous avez
un revenu très élevé, votre ménage a un revenu très élevé, qu'est-ce que vous voulez faire pour vos enfants? Leur donner le plus de chances possible. Vous engagez un tuteur, vous engagez des ressources supplémentaires, vous vous assurez qu'il y ait l'école privée, évidemment l'école privée. Vous arrangez qu'il y ait le plus de ressources possible. Puis le problème, c'est que dans ces sociétés inégalitaires, l'écrémage va se faire de plus en plus fort, les inégalités vont s'accroître, même si on fait des gestes au niveau de l'égalité des chances et des capacités. À ce niveau-là, au final, ce n'est pas tout le monde qui part de la même ligne d'arrivée, la même ligne de départ, même si on fait des efforts. Je ne sais pas si vous allez avoir de la misère, vous allez peut-être avoir de la misère à le lire. Rich Dad Education. What the rich teach their kids about money, what the poor and the middle class do not. Les riches, eux autres, c'est pas qu'ils ont plus de ressources. Ils savent, ils sont intelligents, ils sont smart. Ça, c'était une conférence à Ottawa. C'était pas celle-là que j'assistais. Je n'assistais pas à cette conférence. La conférence était juste à côté. C'était une conférence sur les inégalités. C'était une belle ironie. Un autre exemple. Ça, c'est pour moi la plus belle illustration de cet enjeu de compétition sociale. Même si on mise sur l'égalité des chances, l'argent va toujours faire une différence. C'est le souhait d'un parent. Je veux dire, c'est ça ton incitatif en tant que parent, de vouloir t'assurer que tes enfants aient le meilleur développement possible. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose au niveau social. OK, je vous ai convaincu. Je vais prendre ça pour acquis. Comment on redistribue maintenant? Bien, il y a plusieurs façons de le faire, mais d'abord et avant tout, c'est bien de regarder la redistribution et la progression dans une société comme des escaliers roulants. Plus vous êtes haut dans l'échelle des revenus, plus l'escalier roule vite. Si vous êtes ici, c'est pas si pire, vous pouvez commencer à rouler vers le haut. Si vous êtes en bas, l'escalier roule dans l'autre direction. C'est une métaphore, mais concrètement, quand vous n'avez pas d'argent, tout joue contre vous. Vous n'avez pas d'argent pour le ticket d'autobus, votre automobile, elle va briser plus souvent, et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, ça va être plus difficile. Et ça va être plus facile lorsque vous allez avoir plus de ressources. Puis vous achetez un ticket pour aller au rassemblement de la Chambre des affaires, Chambre du commerce, parce que là, comme tout d'un coup, il y a plein de contacts que je vais pouvoir utiliser ou mes enfants vont pouvoir utiliser, et ainsi de suite. C'est quand même important de distinguer entre la prédistribution et la redistribution. Prédistribution, on peut vouloir dire plusieurs choses, mais essentiellement, ça veut dire agir sur l'état des revenus et des opportunités avant que l'État intervienne en termes de redistribution. Avant que l'État y taxe, avant que l'État qu'il donne des transferts, l'État peut quand même agir, mais ce n'est pas direct, c'est indirect. Une des façons d'avoir un impact sur ça, c'est en misant sur l'emploi, donc des politiques qui favorisent l'emploi, notamment pour des personnes qui en ont moins d'opportunités à ce niveau-là, mais également de la régulation du marché du travail. On veut vouloir rééquilibrer les chances à ce niveau-là. Et que tout le monde profite de cette tarte. De façon qu'une entreprise est organisée peut aussi avoir un impact. Vous savez, une entreprise qui a plus d'écart de revenus à l'intérieur de cette entreprise, elle va être moins productive, elle va avoir moins de rétention de personnel, elle va avoir beaucoup de problèmes, la liste elle est longue. Mais ça, souvent les entreprises, les personnes d'affaires à qui je parle à l'occasion, qui me disent « Je suis d'accord avec l'idée de redistribuer les revenus, là, mais laissez-moi faire mon affaire en tant qu'entrepreneur. » Bien, tu sais, il y a une part pour laquelle redistribuer, bien, pas redistribuer, mais avoir des écarts moins grands au sein même de l'entreprise est avantageux pour eux, est avantageux pour les affaires. Mais également, ça permet ensuite de faire moins de redistribution et moins de redistribution qui est nécessaire par la suite. Parce que le gros des écarts de revenus, là, ils viennent de là. Le gros des inégalités qu'on a vues, les écarts, c'est en bonne partie le 1% le plus riche, que ses revenus ont augmenté beaucoup plus rapidement que le reste. Ce sont des personnes qui travaillent ou des actionnaires. Autre type de prédistribution, travailler sur la régulation de la finance. Également un impact sur la redistribution des revenus. Quand la finance travaille pour, non pas l'économie réelle, mais pour les actionnaires et ceux qui travaillent directement dans la finance, bien, ça augmente beaucoup les inégalités. Puis finalement, les normes sociales. Quand vous êtes dans une société qui tolère moins les inégalités, vous allez avoir beaucoup plus d'intolérance sociale par rapport à
ces types d'écarts. Par exemple, Bombardier, qui annonce une grosse augmentation de revenus de leurs cadres, alors qu'ils ont de la misère à vendre leur avion, qu'ils ont reçu beaucoup de subventions, qu'ils étaient sur leur bord de la faillite. C'est les mêmes personnes qui disent « c'est important de retenir les meilleurs ». Bien, dans une société qui a des normes sociales qui tolèrent moins les inégalités, il y a eu un recul là-dessus dans les 30 dernières années. On tolère davantage les inégalités de revenus au niveau du travail. Par contre, il y a quand même eu certains progrès à ce niveau-là. On tolère moins qu'en tant que norme sociale, un homme fasse à compétence égale beaucoup plus qu'une femme, ou ait beaucoup plus d'opportunités. Et en termes de normes sociales, bien, ça change la perspective qu'on a. Si nos attentes, c'est qu'un homme et une femme, égalité des chances, mais on va leur donner les mêmes chances au départ, moi, j'exige juste la même chose des femmes que j'exige des hommes. Je suis très juste dans ma façon de voir les choses. Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement la même réalité. Et le moment le plus important dans la carrière d'une femme où il y a un écart qui se crée, c'est au moment de la maternité. Et si on a une société qui ne prend pas ça en compte, on institutionnalise, on rend rigide, on rend déterminé d'avance le fait que ça va être un poids sur l'évolution de la carrière des femmes par rapport à celle des hommes. Est-ce qu'on parle de redistribution maintenant? Il y a différentes façons de redistribuer. Évidemment, il y a les impôts. La tâche des impôts, c'est de financer les services publics, mais c'est aussi de servir de plafond pour l'accroissement des revenus des plus riches. Les transferts. Les transferts de revenus avec les programmes sociaux, lorsque vous connaissez le coefficient de Gini? Je vois beaucoup de oui, je vais prendre ça comme un gros oui. Lorsqu'on regarde la réduction des inégalités, 70% de la réduction au Québec des inégalités du Gini vient des transferts. Il y a juste 30% qui vient des impôts. Pourquoi? Parce que le gros de cette redistribution se fait au niveau des moins nantis et en faveur de la classe moyenne qui est à différentes étapes de sa vie. Par contre, les impôts sont quand même nécessaires pour, d'une part, avoir de l'argent pour les services publics, mais également pour plafonner la hausse des revenus, pour éviter qu'il y ait deux sociétés qui se créent. Les services publics font une grande différence. On parle en termes de santé, on parle en termes de CPE, qui ont un gros impact au niveau des inégalités. La DPJ également, je vais y revenir. Plusieurs services publics servent à redistribuer les chances et à redistribuer les opportunités. Et aussi l'éducation. Maintenant, l'éducation, plus on intervient tôt, plus l'impact est durable. C'est pour ça que les CPE sont un programme d'éducation. Sont un programme qui souhaite notamment avoir un impact sur le marché du travail en favorisant l'intégration des femmes sur le marché du travail, mais également en tant que programme d'éducation pour les enfants qui sont dans des régions qui sont moins nantis. Ça aide à égaliser les chances. Pour résumer, je vous lance plein d'informations, mais pour résumer, d'abord, s'il y a beaucoup d'éléments là, que je vous présente, ce n'est pas juste pour vous bombarder de faits et faire comme, bien, vous voyez comment est-ce que je m'y connais dans ces choses-là. L'idée, c'est de vous montrer que c'est complexe, c'est pas facile, ça ne se résume pas à 2-3 points. Et autant la droite que la gauche ont raison. À différents moments, des fois certains plus que d'autres, mais généralement, ce n'est pas un argument qui annule l'autre, parce que les enjeux sont complexes. Ensuite, ça affecte différents types d'inégalités. Parce que je reviens avec l'idée que quand on s'ostine sur les inégalités, elles ont augmenté, elles n'ont pas augmenté. Il faut faire de quoi, il ne faut pas faire de quoi. Est-ce qu'on parle de la même chose? On parle des mêmes inégalités. Ça, c'est important à retenir. Je vois personne qui écrit, ça va être dans l'examen sans passant. François, je blague, je t'avais dit que je ferais ça au moins une fois. Ça ne sera pas dans l'examen. Dans les interventions de redistribution, c'est important que les actions soient complémentaires, qu'il y ait une certaine cohérence, que tout avance dans la même direction. Puis ça veut dire que regarder une politique en particulier, ce n'est pas nécessairement la meilleure stratégie pour avoir le portrait global. Moi, je n'ai pas de problème à ce que la TVQ soit plus élevée. Oui, ça va toucher davantage les moins nantis, mais de l'autre côté, ça permet de financer des services, ça permet d'augmenter les transferts à ces personnes-là. C'est important d'avoir des faits, c'est important d'avoir une analyse claire sur ces impacts-là.
Mais c'est bien d'avoir le portrait global. C'est pour ça que regarder une politique en particulier, il y a aussi des limites. Il faut le voir comme un tout. Et finalement, il y a des régimes d'État-providence sur lesquels je passe assez vite. Un régime d'État-providence, on parle souvent du modèle québécois, c'en est un régime d'État-providence. Ce sont des groupes de pays qui ont des approches économiques et sociales spécifiques à leur groupe. Il y a certains groupes de pays qui tolèrent plus les inégalités, qui tolèrent plus le chômage, mais qui ont moins d'impôts, puis ont moins de services. Pourquoi? Parce que c'est un choix politique qu'ils font. Il y a des avantages, il y a des désavantages à chacun. Ces groupes de pays, lorsqu'elles ont une approche similaire, lorsqu'elles se ressemblent, font à peu près les mêmes choses, mais on appelle ça des modèles de capitalisme. Ça c'est le politologue en moi qui parle. C'est une approche qui est très populaire, qu'on apprend, je pense, peu en sciences économiques. On apprend dessus? On l'apprend? OK, c'est bon. L'avez-vous vu, le modèle capitalisme, tout? Non? Gardez ça en tête. C'est situé dans des périodes historiques, c'est-à-dire que les modèles changent à travers le temps. Les inégalités, elles ont augmenté parce que, on a changé de période. Ça, ce tableau-là, c'est probablement l'un des tableaux les plus populaires en termes de portrait des inégalités. C'est le tableau de Thomas Piketty et ses collègues. L'évolution du 1% le plus riche pendant le dernier siècle. On constate qu'il y a eu 3 périodes. Il y a eu une période de 1913 jusqu'aux années 30-40, donc Grande Dépression, Deuxième Guerre mondiale, où l'État était très interventionniste à partir de ce moment-là. Les inégalités étaient très élevées et ensuite elles ont baissé. Et elles sont restées stables pendant cette période. Et ça, c'était le cas pour tous les pays développés à cette époque, jusque dans les années 70-80. Si vous regardez la ligne noire, les inégalités se sont mises à augmenter, donc la part des revenus captés par le 1% le plus riche sont mis à augmenter à partir des années 70-80, beaucoup plus pour les pays anglophones que les pays non anglophones. Je vais y revenir. Mais l'idée, c'est que regardez ensuite la ligne rouge, en haut. Ça, c'est le taux marginal d'imposition. Pendant les années 40, 50, 60, il est à 90 %. Votre augmentation de salaire, si vous êtes un PDG, votre 10 000 $ de plus, eh bien, vous allez juste en garder 7 % de ce total-là. Et le but de ça, c'est d'éviter les écarts de revenus trop importants. Et c'est sans surprise qu'il y a moins d'inégalités pendant cette période-là. Et là, comme tout d'un coup, on se met à réduire les impôts, on change de paradigme, on voit les choses différemment, on se dit non, là, c'est l'État le problème. Il faut baisser les impôts, libérer la croissance économique. Et sans surprise, les inégalités se mettent à augmenter. Par ailleurs, cette période-là, c'est ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, période de l'histoire de l'humanité où il y a eu le plus de croissance économique, la création de la classe moyenne, la mise en place de l'État-providence tel qu'on le connaît aujourd'hui, et le moins de crise économique et financière. Notamment parce qu'il y avait beaucoup plus d'interventionnisme étatique à l'époque. Évidemment, on pourrait dire oui, mais cette époque-là, elle était différente, puis jusqu'à un certain point, c'est vrai. Mais gardez ça en tête. La période la plus prospère de l'humanité s'est passée alors que le taux marginal d'imposition est à 93 %. Bill Gates et Steve Jobs ont formé leur entreprise, aujourd'hui plusieurs dizaines, centaines de fois milliardaires, à cette époque-là, alors que le taux marginal était très élevé. De dire que taxer les riches, ça va désinciter à l'emploi, désinciter à l'investissement. Pas vraiment. Il y a 5 types d'État-providence, ou régime d'État-providence. Je vais passer dessus rapidement. Le type libéral anglo-saxon, celui qu'on connaît aux États-Unis, en partie au Canada, en Grande-Bretagne, où il y a moins d'impôts, il y a moins de régulation de la finance, il y a moins de services publics. On compte davantage sur le marché pour que les gens se débrouillent, trouvent un emploi et ainsi de suite. Le modèle corporatiste étatique d'Europe continentale, la France, l'Allemagne, où ça a pas mal changé, mais où il y a davantage de coordination au niveau du marché, où les entreprises et les syndicats se coordonnent puis prennent des décisions ensemble. C'est une façon différente d'organiser l'économie. Oups. Le modèle universaliste, le modèle scandinave, modèle qui a plus d'impôts, beaucoup plus de services publics. La façon que les services sont distribués, elle est différente.
C'est un droit qui est universel, non pas en fonction de votre statut de famille. Modèle méditerranéen, qui est juste poche à bien des niveaux. Niveau économique, il y a bien de la difficulté. Et le modèle asiatique, qui a peu de services publics, mais qui mise beaucoup sur la productivité. Donc, les services publics qui vont être mis de l'avant, l'éducation, par exemple, la régulation du marché du travail, le but est uniquement de générer de la croissance économique pour le marché que ces pays asiatiques, ils occupent. Et le Québec. Comment se situe-t-il là-dedans? Bien, qu'on regarde le taux de pauvreté, qu'on regarde le degré d'inégalité ou la part du 1% le plus riche, le Québec est moins inégalitaire que le reste du Canada. Le reste du Canada est moins inégalitaire que les États-Unis, qui sont le pays de la gang. Ceci étant, retenez bien que chaque mesure, comme un lampadaire, ça éclaire beaucoup un endroit en particulier, puis ça laisse le reste dans le noir. C'est pour ça que des fois, il y a une personne de gauche, une personne de droite qui dit « les inégalités ont augmenté, les inégalités n'ont pas augmenté », puis chacun sort un chiffre, fait « quelle raison ?» Bien, des fois, chaque mesure dit quelque chose et laisse dans l'ombre quelque chose d'autre. Par exemple, François et moi, nous avons un désaccord sur est-ce que la taille de la classe moyenne est restée la même ou s'est réduite dans les 30 dernières années. On est d'accord avec à peu près 90% sur la façon de le calculer, mais la façon que je le vois puis la façon que je le calcule, la taille de la classe moyenne, elle a diminué au Québec dans les 30 dernières années. Il n'arrive pas au même résultat, puis c'est essentiellement parce qu'on prend des choses différentes en compte. Puis les deux, on a quand même raison, les faits restent les mêmes, les chiffres restent les mêmes. Mais moi, je dis, bien, ça compte un peu plus. Puis lui, il dit, bien, ça compte un peu plus. Puis au moins, bien, on est d'accord à 90% sur pas mal tout. Donc, il y a des désaccords qui sont plus importants, mais l'important, c'est de partir des chiffres et garder en tête que chaque chiffre dit une chose, mais laisse dans l'ombre beaucoup d'autres choses. Le modèle québécois. Ça tombe bien, j'ai écrit 2 livres sur le sujet, notamment. Et non, je ne suis pas en train de vous en parler pour faire la promotion de mon livre, qui sera en vente par après. J'ai profité du système. Je pense que je vous dois une explication par rapport à ce titre un peu particulier. Quand j'étais jeune, j'étais agressif, j'étais impulsif, j'étais antisocial, ça allait pas bien à l'école, j'avais pas vraiment d'amis. Mes parents sont séparés quand j'avais 5 ans, mon père est décédé quand j'avais 8 ans, j'étais allé en centre jeunesse à 11 ans. J'en suis ressorti à 18 ans. J'ai été décrocheur 2 fois, plutôt qu'une, au secondaire et au cégep. J'ai pu raccrocher à chaque fois parce qu'il y avait des programmes spécifiques au Québec. La DPJ a beaucoup aidé dans mon cas et statistiquement, ça aide d'avoir un système comme la DPJ. Ça coûte 1 milliard par année. Ça, c'est un exemple de service public qui redistribue. Ma mère n'avait pas les moyens de se payer les services qu'offrait la DPJ. J'ai coûté 400 000 $ au système. Par contre, j'ai fait le calcul, j'aurais probablement pas fini mon secondaire, ça n'aurait pas été des programmes spécifiques et des centres jeunesse. Puis ayant maintenant un diplôme universitaire, en fait, en voie d'atteindre le 3e avec le doctorat, eh bien, j'aurais un revenu supérieur, évidemment supérieur sur l'ensemble de ma vie, mais ce que ça veut dire, c'est que je vais injecter 1,7 million de plus dans l'économie du Québec. Et je vais payer un demi-million de plus en impôts durant ma vie. Ce système, il est rentable. Il est rentable parce que ce sont des investissements sociaux. On investit à long terme, comme la prévention. Et j'ai profité du système parce que j'en ai profité dans le bon sens du terme. À ce niveau-là, à chaque fois que je suis tombé, il y a eu une main pour m'aider à me relever. Le filet social a fonctionné. Et à ce niveau-là, bien, mon père, qui était américain, mon père qui était américain, il n'a pas eu accès aux mêmes services que moi, mais il a eu les mêmes problèmes que moi. Il était agressif, il était impulsif, ça l'a suivi toute sa vie. Ça l'a handicapé toute sa vie. Je sais que si j'étais né ailleurs en Amérique du Nord, je serais fort probablement pas en train de vous parler aujourd'hui. Ce serait une bonne façon de conclure présentement. Bon, merci beaucoup. Mais je vais continuer. Le modèle québécois, donc. Le modèle québécois, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est plus de services publics, plus de programmes sociaux, d'impôts, d'égalité, de mobilité sociale. Au final, une chose que j'ai
constaté avec ma recherche qui a mené à ce livre, c'est que la résilience, la capacité de se relever quand on tombe, dépend beaucoup du système dans lequel on vit, dans l'environnement dans lequel on évolue. Et une autre chose à retenir, c'est que ce modèle québécois, il favorise l'égalité et la liberté. J'ai la liberté d'entreprendre maintenant ce que je veux. J'ai beaucoup plus d'opportunités que j'en avais il y a 10-15 ans. Puis ça va me faire plaisir de payer plus d'impôts pour le restant de mes jours parce que j'en ai bénéficié. Puis même si ça se peut que vous n'en ayez pas bénéficié, sachez qu'il y a une assurance, la fonction assurantielle dont je parlais tout à l'heure. Il y a cette assurance pour que vous, si vous tombez sur le chômage, si vous avez un problème de santé, si votre enfant a des gros problèmes de comportement, puis vous avez 2 autres enfants à vous occuper, comme c'était le cas avec ma mère, cette assurance, elle existe. Ces services-là, ils existent. L'autre livre, le 1% le plus riche, l'exception québécoise, pose essentiellement 3 questions. La première, qui est le 1%? Bien, le 1% le plus riche, c'est 70 000 personnes au Québec. Il y en a des riches au Québec. Et ces personnes-là, 3/4 de ces gens-là, ce sont des hommes. Juste 1/4, ce sont des femmes. Il y a eu une amélioration à ce niveau-là, mais ça va prendre jusqu'en 2050 pour arriver à l'égalité. Ça prend combien de faire partie du 1% le plus riche? Je vous pose la question. Donnez un chiffre. 170. Qui dit mieux? 270. 370? 470? Bonne réponse, c'est 200 000. On était très proches. Vous gagnez un frigidaire, mon cher monsieur. Par contre, si en tant qu'individu, ça prend 200 000 pour en faire partie, les gens qui font partie du 1% le plus riche, en moyenne, ils ont un demi-million de revenus. Puis la moitié de leurs revenus vient de salaire, mais l'autre moitié vient de gains corporatifs, de dividendes, de gains de capital, autrement dit des revenus non salariaux. Deuxième question que je me pose, c'est est-ce que le 1% le plus riche a augmenté au Québec? Mais la réponse, c'est oui. Les revenus du 1% le plus riche ont augmenté 6 fois plus rapidement que le 99% restant. Les revenus du 99% se sont quand même améliorés, mais pas tant que ça. Et ceux du 1% beaucoup plus rapidement. Maintenant, la question qui reste, c'est comment est-ce qu'on se compare? Est-ce que le Québec est pire ou moins pire ou différent des autres? Mais il y a eu 2 tendances dans les pays développés. D'abord, les pays anglophones, anglo-saxons. On voit le Québec en 1973 jusqu'en 2008. 1973, le Québec était le plus inégalitaire de ce groupe de pays. 40 ans plus tard, 36, il est l'un des moins inégalitaires. Quand même eu une augmentation, mais c'est moins pire qu'ailleurs. L'autre groupe, ce sont les pays d'Europe continentale, Europe scandinave et le Japon. Il y a eu une augmentation, mais elle était très modeste. Et lorsqu'on compare, le Québec est clairement plus européen que nord-américain. Comment on explique ça? Eh bien, il y en a qui vont dire c'est l'innovation technologique, c'est la mondialisation, c'est les Uber et les Amazon de ce monde. Le problème avec cette explication-là, c'est que ça n'explique pas que la France, le Japon, l'Allemagne ont vécu la même mondialisation, la même innovation technologique que les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Et on voit qu'il y a 2 tendances très différentes. Donc, elles ne sont pas là les explications. C'est davantage au niveau des institutions. Et le Québec se démarque au niveau de ses institutions parce qu'il y a un modèle différent, un modèle institutionnel qui est différent. Au niveau des normes sociales, on tolère moins les inégalités. Au niveau des institutions du marché du travail, notamment le syndicalisme est plus fort au Québec et les institutions du marché du travail sont davantage favorables aux travailleurs qu'elles ne le sont dans d'autres pays anglo-saxons. La financiarisation, elle est moins forte, donc le poids de la finance dans l'économie, il est moins fort. Il y a la Caisse de dépôt qui est davantage présente, les fonds d'investissement des travailleurs qui sont davantage présents, Investissement Québec, et ainsi de suite. On a un modèle financier différent. La gouvernance d'entreprise, elle est différente. Même chose pour le rôle de l'État dans le marché, on intervient plus. Et finalement, la fiscalité, elle est différente. On taxe plus. Ça a baissé. C'était à 70 % le taux marginal d'imposition il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est autour de 50. Mais c'est plus élevé qu'ailleurs. Et ça fait une différence. On l'a vu dans son évolution. Au final, cette combinaison-là, ces institutions qui vont dans la même direction, c'est un modèle institutionnel, le modèle québécois. Qu'en pensent les citoyens et les citoyennes par rapport aux inégalités? Ça donne que je vais mettre mon chapeau de travailleur à l'Institut du Nouveau Monde. L'Institut du Nouveau Monde
est une organisation qui favorise la participation citoyenne. Et j'ai mené une grande consultation à travers le Québec par rapport aux inégalités. On a eu l'occasion de récolter leur avis. Je vais devoir passer rapidement sur les choses que je vais vous présenter. Institut du Nouveau Monde. La caravane citoyenne sur les inégalités, 3500 personnes ont été consultées avec cette caravane qui a visité toutes les régions du Québec, 60 animations dans les lieux publics. On avait demandé l'avis de la population. Il y avait l'élection nomade où on présentait 5 candidats différents, une élection fictive, mais les 5 candidats étaient représentatifs du spectre sociopolitique, donc extrême gauche, extrême droite, centre-gauche, gauche, droite, centre. Et le résultat, c'est clairement du côté des candidats plus égalitaristes. Il y avait chacun un petit 2 phrases pour résumer leur programme politique, mais ce résultat-là, il est très semblable à ce qu'on voit au niveau des sondages, pour lequel, au Québec, 70 à 75 % des gens considèrent qu'il y a trop d'inégalités, qu'il faut s'en occuper. Le défi des priorités était un jeu super sur lequel je vais passer rapidement, je n'ai pas le temps. Vox Pop Photo, on demandait à la population qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis ça, c'est intéressant parce que chacun a une perception différente des inégalités. Chacun a une façon de voir les inégalités qui est différente. Gardez ça en tête, c'est important. Sondage. Est-ce que les inégalités de revenus, ça devrait être une priorité pour le gouvernement du Québec? Leur réduction, 70 % des gens disent oui. Juste une personne sur 5 dit non, ça ne devrait pas être une priorité. Afin de réduire les inégalités au Québec, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelles mesures? Vous avez 2 choix. Vous pouvez privilégier 2 choix cumulatifs. Le premier choix qui s'imposait, c'était imposer davantage les plus riches, avoir un système fiscal plus redistributif. Pas très loin, renforcer la qualité et l'accès universel à l'éducation. Même chose pour les soins de santé, puis jusqu'à un certain point, réduire l'écart des salaires au sein des entreprises, assurer les prestations d'assistance sociale, couvre les besoins de base. C'est assez bas dans le groupe. Et à la fin, juste un 8 % qui dit « Ah non, il ne faut rien faire, il faut toucher à rien ». Donc, il y a de l'espoir. Un peu trop long. Un peu trop long. Pour résumer, les inégalités, c'est une priorité. Il faut s'en préoccuper, c'est ce que disent les citoyens et citoyennes. Ça passe surtout par des politiques, donc ils veulent vraiment un interventionnisme plus important, plus de redistribution. Et finalement, il y a une vision assez pragmatique. Ce n'est pas une option qui clairement se démarque, c'est plusieurs types d'options. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous sens tous motivés, là, vous êtes prêts à changer le monde, vous voulez juste que je vous donne la solution. Eh bien, il faut agir, il faut faire quelque chose. J'adore cette caricature-là. Je viens juste de passer les 40 dernières minutes à vous dire à quel point c'est complexe, les inégalités puis la réduction. Bref. Comment est-ce qu'on fait pour provoquer le changement? Là, je mets mon chapeau de politologue. Je vous dis, bien, il y a plusieurs façons, mais il y a plusieurs choses à considérer. D'abord, il faut que le problème soit reconnu comme un problème, ce qui est davantage le cas depuis quelques années. Ensuite, il faut qu'il y ait une coalition d'acteurs qui soient prêts à changer les choses. Il faut qu'il y ait un rapport de force qui soit favorable à ce type de réduction des inégalités. On le voit quand même. Maintenant, c'est présent dans le débat public et il y a eu certaines actions en ce sens-là. Puis, des fois, des événements imprévus, comme la crise de 2009, ça crée des opportunités. Ça aussi, c'est à considérer. Des fois, une personne peut faire la différence, elle est placée à la bonne place, une action au bon moment peut faire la différence. Il n'y a rien de déterminé ou de déterministe. C'est pas vrai que les grands, les plus riches, ils gagnent tout le temps. C'est pas vrai que les plus pauvres, ils n'ont rien à dire puis ils ne seront jamais écoutés. Mais en même temps, c'est beaucoup un concours de circonstances. Il y a beaucoup d'inconnus. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Citation de Mark Twain. Qui sont les acteurs du changement? C'est qui provoque ces changements-là? Il y a les décideurs politiques, évidemment, mais il y a aussi les médias, la société civile, les citoyens et citoyennes, les experts. Ils ont toutes des stratégies différentes, des intérêts différents. Mais c'est tout ce monde-là, il n'y en a pas juste un. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'il faut changer? Il y a plusieurs choses qu'on peut changer. Les politiques publiques, évidemment, mais également la société, l'économie. Quand je parlais de prédistribution, travailler sur les façons que les entreprises sont organisées, par exemple. Ça, c'est le processus. La finalité, c'est de travailler sur les ressources et les opportunités qui sont disponibles aux différents groupes, aux différents individus, et également les perceptions et les normes sociales. Ça, c'est tout un peu interdépendant. Généralement, les politiques publiques, la société et l'économie influencent les ressources et les opportunités. Il y a une petite influence sur les perceptions et les normes sociales. Même principe. Bref, c'est tout important. Il y a 4 étapes d'une politique publique.
Première, c'est la mise à l'agenda. Il faut que ce soit considéré comme important. Des fois, un événement, une crise économique, comme tout d'un coup, ça le met à l'agenda. L'un des enjeux avec ça, c'est que les décideurs sont sursollicités par l'actualité, mais aussi par des groupes d'intérêt, par des individus. Alors, ils regardent leur agenda. Que dit l'agenda? Bien, il faut vraiment, vraiment se préoccuper de la croissance économique, de l'environnement, des inégalités. Faire avec ça, il faut que le problème soit considéré comme réglable, qu'on peut faire quelque chose. OK, c'est à l'agenda, et il y a une prise de décision de la part des décideurs. C'est réglé? C'est fait? Portez attention, il y a 4 étapes, vous avez bien raison. L'implantation, une fois que la politique elle est décidée, ça ne veut pas dire que son implantation va bien se faire. Il y a des études en sciences politiques qui démontrent comment est-ce qu'une politique était supposée fonctionner, puis qu'il y avait tous les éléments pour fonctionner. Tout le monde était d'accord de s'en aller dans cette direction-là. Il y avait des ressources, puis ça a planté. C'est pas fini, ça se poursuit. L'ajustement et l'évaluation. La société change, le gouvernement change, les politiques s'ajustent, éventuellement. Et des fois, l'ajustement nécessaire mène à une prise de décision, une nouvelle prise de décision, et des fois, on ramène le problème à l'agenda. Quelle solution? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous sens au bout de votre chaise. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les inégalités? Il n'y a pas de solution unique. Il faut combiner les leviers. La réduction des inégalités, ce n'est pas un menu duquel on peut piger 2-3 mesures qui font notre bonheur. Généralement, si on veut avoir un impact important, il faut que toutes ces mesures-là avancent dans la même direction. Ensuite, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne. Régulation du marché du travail, les syndicats, le salaire minimum, les impôts, les transferts font consensus comme ayant un impact positif sur la réduction des inégalités, comme étant pas si pire que ça au niveau de la croissance économique et des autres enjeux. Il y a vraiment eu un changement de paradigme à ce niveau-là ces dernières années. Je pense que c'est important de dédémoniser l'impôt. Ce n'est pas un trou noir. Quand on parle de l'impôt, des fois, j'ai l'impression que les gens qui s'y opposent, l'argent va disparaître. On ne peut pas taxer les gens, parce que là, ça retire de l'argent de l'économie, puis on leur retire du pouvoir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Si c'est pour enrichir les petits amis du gouvernement, je suis bien d'accord, c'est un problème. Ça va être un trou noir. Par contre, si ça va servir à fournir des services publics qui vont améliorer les opportunités des gens, ou encore mieux, qui va leur offrir des services que de toute façon, ils auraient achetés sur le marché privé. Les États-Unis ont un système qui coûte le plus cher au niveau de la santé. Ça coûte le double de ce que ça nous coûte ici. Puis il est bien meilleur le système ici. Mais après ça, on regarde les États-Unis et on dit « Ah, ils sont moins taxés. » Oui, mais ils doivent payer pour leur santé de toute façon. T'sais. Alors, c'est important de le considérer. L'État n'est pas un trou noir. Non, l'impôt n'est pas un trou noir. J'ai fait une faute. C'est important de mieux documenter le phénomène. Si j'ai une question sur le sujet, présentement, je travaille sur la mise sur pied d'un observatoire québécois des inégalités. Si j'ai une question sur le sujet, ça me fera plaisir d'y répondre. Il ne faut pas avoir peur d'innover, faire les choses différentes. Je vous ai dit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on connaît déjà, mais il y a d'autres choses qui peuvent se faire. L'une des premières choses qui peut se faire, c'est de miser davantage sur la participation citoyenne, de laisser une place aux citoyens et aux citoyennes dans les lieux de décision et à la conception des politiques publiques. Ça va être une révolution et surtout, ça va permettre d'avoir des politiques qui sont plus consensuelles. Programme d'emploi garanti, plutôt qu'un revenu minimum garanti. Là aussi, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre, mais essentiellement, c'est plutôt que de fournir un revenu à tout le monde, un revenu minimum garanti, on fournit un emploi à tout le monde. Tout le monde qui veut un emploi, on leur en donne un. On profite de l'occasion pour former ces gens-là. Ça permet aux gens de rester sur le marché du travail, donc de ne pas perdre leurs compétences qu'ils perdraient si pendant 2-3 ans, ils étaient à l'extérieur du marché du travail, mais ils recevraient un revenu avec le revenu minimum garanti. Puis en plus, il n'y a pas le biais inflationniste que le revenu minimum garanti a. Bref, il y a aussi des avantages, c'est pertinent, puis c'est révolutionnaire, mais en même temps, on le fait déjà, dans la mesure où ce n'est pas garanti qu'on a un emploi, mais l'État fournit déjà des emplois directement avec les services publics et indirectement en subventionnant, par exemple, les organisations communautaires qui fournissent des emplois. On a juste à rajouter ce critère-là, ça peut se faire, on a déjà les outils en place, puis tous les gens qui veulent un emploi pourraient en avoir un. Finalement,
Évaluation d'impact des politiques. C'est important de développer le réflexe lorsqu'on met en place une politique. Quel va être son impact sur les inégalités? Et pas juste les politiques que c'est évident qu'ils vont avoir un impact, comme la fiscalité. Un programme d'aménagement, de plan d'urbanisme, ça a un impact sur le développement des gens, sur leur accès à l'emploi, sur s'ils vivent dans une communauté enclavée, ils n'ont pas accès au transport en commun, ça va être beaucoup plus difficile pour eux autres de se trouver un emploi, puis ce sera moins agréable comme endroit à vivre. Ça crée d'autres inégalités, des problèmes de santé. Bref, il faut développer le réflexe de la même façon qu'on développe déjà le réflexe sur ça va être quoi l'impact sur l'économie. Et ça, on commence à développer le réflexe au niveau des politiques budgétaires, à se dire quel est l'impact au niveau du genre. Quel est l'impact des politiques qu'on met en place sur les femmes par rapport aux hommes? Est-ce qu'on crée d'autres inégalités? On commence à le faire, on l'a vu avec le dernier budget fédéral, mais il faudrait le systématiser. Finalement, quel Québec nous attend dans les 10, 15 prochaines années? Eh bien, je vais vous fournir quelques observations. D'abord, je crois que les inégalités vont persister ou vont augmenter dans les prochaines décennies. Pourquoi? Parce que les causes ne sont adressées que de façon très superficielle. Ensuite, je remarque, et je ne suis pas le seul à remarquer, un changement de discours dans les 10-15 dernières années, où maintenant, on parle davantage de la classe moyenne, ses revenus qui stagnent, et les revenus des plus riches, ce qu'on ne faisait pas il y a 15 ans. Par contre, ces deux discours ont remplacé un autre discours qui est aussi important, qui est « il faut faire de quoi pour la pauvreté ». Je comprends qu'au niveau électoral, tout le monde a l'impression de faire partie de la classe moyenne, et tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on va faire pour sauver la classe moyenne. Mais le problème, c'est que si ça se fait aux dépens de réduire la pauvreté, ça se peut que ça mine la classe moyenne aussi, puis on ne règle pas un problème fondamental qui est celui de la pauvreté. Bref, il y a un changement de discours. Il y a eu quelques mesures modestes qui ont été mises en place. Je pense notamment à l'aide financière aux familles mise en place par le gouvernement fédéral, également les 2 dernières augmentations d'impôts pour le 1 % le plus riche, mises en place par le gouvernement Marois et le ministre Morneau au fédéral. Il y a un discours cyclique qui revient à chaque quelques années, selon lequel on vit au-dessus de nos moyens. On dépense trop. Ça n'a pas d'allure. Et pour ça, il faudrait couper dans les services publics. Il faudrait couper dans les transferts. Et il faut le faire parce que c'est la fin du monde si on ne le fait pas. Et après 2 ans, qu'est-ce qui se passe? On rétablit l'équilibre budgétaire? Non! On a des surplus, on a plein d'argent à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Baisser les impôts. Pourquoi? Parce que c'est les élections qui s'en viennent. Puis après les élections, on vit au-dessus de nos moyens. On n'a pas assez d'argent. Puis ça recommence. Ça a été le cas pour les gouvernements provinciaux, fédéraux, péquistes, libéraux. À tous les niveaux, ce discours-là, il revient. Je pense qu'il est problématique, il est néfaste, parce qu'après ça, on coupe dans des services qui servent à la population, mais qu'on ne voit pas nécessairement les effets à court terme, comme c'est le cas pour la santé publique, comme c'est le cas pour les centres jeunesse. Je ne serais pas ici pour en parler si ça n'aurait pas été le cas. Ces services-là, ces gens-là, ils en profitent. Le problème, c'est quand on coupe, on ne le voit pas tout de suite. Et finalement, est-ce que c'est la fin de l'alternance PQ-PLQ? C'est possible. Si c'est le cas, ça pourrait être un problème pour les inégalités dans la mesure où cette alternance a pour résultat dans les pays où il y a un parti centre-gauche, un parti centre-droite qui s'alterne, comme dans plusieurs démocraties modernes, le parti centre-gauche met quelques innovations en place. On pense aux congés parentaux, on pense au CPE. Puis le parti centre-droit fait des petites coupures ici et là, mais ne change rien de façon fondamentale. Le problème, c'est que là, si on a un parti de centre-droit avec un parti encore plus à droite qui s'alterne, là, les coupures vont finir par avoir un impact encore plus grand au niveau de la redistribution. Les inégalités vont augmenter. Puis le modèle québécois n'est pas nécessairement un modèle pour ces deux partis-là. En conclusion, 3 choses. La première, le Québec est à la croisée des chemins. Pour toutes ces raisons, il y a des choix qu'on va faire aujourd'hui ou qu'on ne fera pas et on va subir ou on va vivre dans les 10, 15, 20 prochaines années les impacts de ces changements, de ces décisions ou de ces non-décisions. Ensuite, l'égalité, c'est un choix de société. Le Québec a pu se distinguer en Amérique du Nord, faire les choses différemment, avoir un gros impact au niveau des inégalités. On a le taux de pauvreté le plus faible, la classe moyenne est plus importante, le 1 % le plus riche est plus proche de la classe moyenne. On a plus de services, il y a une meilleure qualité de vie. Les enfants ont un meilleur indice de bien-être. Ça va bien de ce côté-là. Mais c'est un choix.
C'est d'abord et avant tout un choix. Et ce n'était pas un choix évident, puis ça ne restera pas un choix évident. Et finalement, bien, les citoyens et les citoyennes, ils ont un rôle essentiel à jouer dans ça. Ce pas les experts, ce pas les décideurs, ce pas les médias. C'est qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde souhaite avoir, puis se font entendre. C'est dans ces circonstances-là qu'il va y avoir une différence au niveau des inégalités ou pas. C'est à nous de faire le choix. Merci. Merci Nicolas. On va prendre des questions. On a à peu près une demi-heure, 20 minutes pour prendre des questions. Alors, si vous voulez, à chaque fois, vous levez de venir au micro et adresser vos questions à Nicolas. Bonjour à tous. J'ai peur de me faire l'avocat de 1%. Je ne pense pas que le micro fonctionne. Le micro fonctionne? Parlez donc plus proche du micro. Bonjour. Ah, bonjour. OK. Je serai peut-être l'avocat des 1%. Vous aviez dit que si on baisse les taux d'imposition de 1%, ça ne jouera pas nécessairement sur les investissements de ces 1%-là. Bon, moi, je vais mettre à la place des 1% et je me dis, si demain, j'ai gagné, par exemple, 200 000 par mois ou par an, et qu'on me prenait 50% ou bien 70%, je resterais presque avec rien et je ne sais pas si je serais toujours poussé à investir ou bien est-ce que je me tournerais plus vers les paradis fiscaux. Parce que aujourd'hui, c'est la norme. C'est-à-dire, lorsqu'on est trop imposé, on se tourne plus vers les paradis fiscaux. Et on cherche à lutter contre ces paradis fiscaux-là. Et moi, je trouve qu'on devrait plutôt baisser les impôts de ces 1%-là et les garder et profiter de leurs investissements. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous poser une question. Si vous faites 200 000 par année demain matin, okay, quelle partie est-ce que vous allez épargner? En moyenne, donnez un chiffre. Vous allez dépenser beaucoup, là, vous allez dire « Cool, je vais pouvoir m'acheter pour la première fois une super maison. » Vous allez s'endetter un peu, mais il y a une part que vous allez épargner, non? Oui. Est-ce qu'elle va être plus importante que si votre revenu était de 20 000 $ par année? En pourcentage. Oui, normalement, oui. L'enjeu avec l'idée de donner plus d'argent au 1% le plus riche, puis ça augmente l'investissement, c'est que c'est de voir la causalité de façon inverse par rapport à qu'est-ce qui tire la croissance économique. Et ce qui tire la croissance économique, c'est la classe moyenne, puis c'est les moins nantis, qui consomment la grande majorité de leurs revenus. Et on a eu la chance de pouvoir voir une augmentation des inégalités au niveau du 1% le plus riche et de mesurer l'impact. Et à ce niveau-là, les sociétés qui avaient moins d'inégalités, qui taxaient les plus riches, avaient moins de croissance économique, moins d'investissement. Pourquoi? Parce que les gens consomment moins. Le monde s'endette à la place, puis une fois qu'ils ont fini de s'endetter, bien, ils ne peuvent pas s'endetter plus. Et on a vu que ce n'était pas une bonne façon de créer de la richesse. De l'autre côté, le taux marginal d'imposition, souvent, on le mélange avec le taux effectif d'imposition. Le dernier dollar va être taxé à présentement 53-54 %. Mais dans les faits, ce n'est pas 53-54 % de ton revenu qui va être taxé. Ça va être plus bas que ça, parce que c'est juste la dernière branche qui est taxée à ce taux-là. Et j'ai fait l'exercice, j'ai regardé la distribution des revenus, puis le taux effectif d'imposition. Combien est-ce qu'on est taxé pour de vrai, en incluant les taxes, en incluant les crédits d'impôt. Une fois qu'on prend tout ça en compte, les gens qui font 250 000 et plus, donc le 0,5 % le plus riche, sont taxés autour de 33 %. Puis le taux est à 55 %, plus on ajoute les taxes, plus ci, plus ça. Mais le système fiscal est fait d'une façon à ce qu'il y a des crédits d'impôt, puis les autres braquettes en dessous, ils sont, sont moins taxés que ça. Fait à ce niveau-là, ils ne sont pas tant taxés que ça, lorsqu'on le compare. Puis l'autre chose, c'est que les investissements des plus riches, en tout cas des investisseurs, parce que souvent on confond les deux, les investissements des investisseurs se font en fonction de l'état de la demande. Si vous êtes
vous avez 200 000. Vous dites, cool, j'ai 200 000. Mais vous retournez à il y a 5 ans, alors que la croissance était molle. Il y a beaucoup d'incertitudes. Les taux d'intérêt étaient à 0 là, ou à 0,05 ou 0,5. Puis les investisseurs n'investissaient pas. Pourtant, il y a rarement eu autant d'inégalités que maintenant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la richesse qui détermine le niveau d'investissement, c'est les opportunités d'affaires. Puis si vous êtes un investisseur, vous dites « Hey, la croissance économique, elle repart. » Bien, à la limite, je vais m'endetter, mais j'investis. Tu sais. Fait que ce qu'on constate, c'est que cette hypothèse-là, elle est crédible, dans la mesure où elle fait du sens. Puis l'autre hypothèse, celle que j'ai mis de l'avant, aussi elle fait du sens, c'est l'occasion de le tester empiriquement. Puis empiriquement, la bonne réponse, c'est le fait que l'impôt n'est pas un gros facteur. Je reviens à Bill Gates puis Steve Jobs qui ont créé leur entreprise dans les années 70, alors que l'inflation était super élevée, le taux d'intérêt était super élevé, donc pour emprunter, puis la taxation était assez élevée. Ils ont créé Microsoft, puis ils ont créé Apple. Ça. Fait que ça prend quelqu'un de seul. Puis une dernière chose, les paradis fiscaux. L'affaire avec les paradis fiscaux, puis l'évasion fiscale, puis l'évitement fiscal, c'est que les riches, déménagent pas. Quand ils sont plus taxés. Leur revenu, lorsqu'ils peuvent, ils vont demander à Raymond Grant, Chabot Thornton de leur arranger quelque chose. Puis si l'Agence du revenu du Canada n'est pas trop sévère, bien, ils vont s'essayer plus souvent. Mais lorsqu'on ne leur offre pas cette opportunité-là, ils ne font pas d'évitement fiscal, d'évasion fiscale. Puis 2, ils ne déménagent pas. Pourquoi? Parce que leur réseau, ils sont ici. Leur famille est ici. Leurs connaissances sont ici. Puis en même temps, bien, parler aux gens qui deviennent profs. Du monde qui se font offrir des jobs plus payantes en Ontario, ou à Pittsburgh, ou à New York, puis ils disent c'est cool, puis tout, mais 100 000 de plus versus devoir payer plus cher pour mon électricité, pour mon assurance, qu'au Québec, on a un modèle qui fonctionne à ce niveau-là, payer beaucoup plus cher pour la santé, payer beaucoup plus cher pour les CPE, les frais de scolarité. Puis en plus de ça, il y a moins de criminalité, une meilleure qualité de vie, puis les gens sont plus heureux, puis c'est donc bien le fun, on a une société latine, européenne, en Amérique du Nord. Moi, j'embarque pour Montréal ou pour ici, parce que c'est Sherbrooke, tu sais. Fait que, il y a du pour, il y a du contre, puis ça revient un peu à l'élément du trou noir duquel je parlais. Là. Quand on taxe, bien, ça part d'un trou noir. Non, il y a une société qui vient avec. Il y a quelque chose qui vient avec. Puis à ce niveau-là, si on veut vraiment encourager la création de la richesse, c'est avec une classe moyenne forte, plus qu'avec un 1% fort, qu'on réussit à l'atteindre. C'est ce que les chiffres disent. Okay. Ceci étant, bonne question. Bonjour, je voulais savoir, on parle souvent d'augmentation des inégalités entre les classes, mais est-ce que ça l'augmente au sein des classes aussi? Par exemple, admettons, on va regarder chez les riches qu'il y a une égalité entre le plus riche des riches et le plus pauvre des riches. Donc, est-ce qu'il y a aussi une augmentation des inégalités au sein des classes? La réponse est oui. Oui. Ah, il y a une augmentation au sein des classes et l'un des enjeux avec ça, c'est que ça augmente les prix de tout, ce qui est un bien de consommation pour les mieux nantis, ce qui fait qu'il y a des gens à New York qui vont dire, ben tiens, 1 million, c'est pas grand-chose. Il y a une partie qui c'est pas vrai, parce que c'est 1 million, tu sais, mais il y a une autre partie que c'est vrai parce que ça coûte plus cher pour les terrains, pour avoir une maison, pour le service d'éducation. Puis plus vous avez une concentration importante de riches, plus il y a de l'inflation sur les biens que ces riches-là consomment. Fait que, il y a une inégalité entre classes, ça mène à des problèmes même pour eux. Et c'est ce qui fait dire, à Paul Krugman, l'économiste américain, que l'enjeu, c'en était pas un d'éducation, dans la mesure où ceux qui ont profité là, des 15-20 dernières années en termes de croissance économique, en moyenne, bien sûr qu'avoir un diplôme, toute chose étant égale par ailleurs, tu vas avoir une meilleure situation que si tu n'as pas de diplôme. Mais ceux qui ont vraiment profité, c'est le 1% le plus riche. Ce n'est pas le 10% qui avait des super diplômes. C'était le 1%. Il y avait beaucoup d'inégalités entre classes qui sont créées. Fait que pour répondre à ta question, oui, c'est également des inégalités entre classes, en plus des inégalités au sein des classes. L'inverse, mais c'est ça. Parfait, merci. Bonjour.
Premièrement, félicitations. Ensuite, bon, j'ai une question. Vous revenez souvent sur la participation citoyenne. Moi, en tant que citoyen qui se sent un peu sans recours pour lutter contre les inégalités, j'aimerais savoir, en 4 points, comment assurer une meilleure participation des citoyens? Quelles mesures concrètes peuvent être mises en place? Mais aussi, est-ce que vraiment l'implication d'un citoyen, des citoyens, pardon, a un impact significatif sur la lutte contre les inégalités, ou est-ce que ça serait plutôt top-down, si on veut, est-ce que ça viendrait de la part plus des gouvernements qui peuvent avoir un meilleur pouvoir là-dessus? Et finalement, moi, je trouve que, bon, opinion personnelle, mais ça va très lentement, la lutte contre les inégalités, et la personne qui est pauvre aujourd'hui, ben, elle va le rester pendant 15 ans, 20 ans, s'il faut, le temps que les mesures soient mises en place et qu'ils soient stables. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des pistes de solutions pour accélérer le processus de lutte contre les inégalités? Donc, voilà, en 4 points. Pour les solutions. Tada! Ouais. Je pense que il y a des choses à faire. Par exemple, l'évaluation d'impact des politiques. C'est pas ça qui change les inégalités. Ça change le réflexe, ça change la perspective. Et c'est un problème complexe, fait que ça prend beaucoup de choses différentes. Mais autant il faut innover, autant il faut miser sur qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne, puis autant il faut mieux documenter le phénomène. Dans la mesure où il faut prendre des bonnes décisions, il faut savoir si c'est vraiment un problème, les inégalités, de quelle façon est-ce que c'est un problème, qui ça touche plus que d'autres, parce qu'il y a aussi l'aspect intersectoriel. Une fois qu'on parle d'inégalités en général, ouais, mais il y a des inégalités entre hommes et entre femmes, il y a des inégalités entre régions, il y a des inégalités entre origines socioculturelles, il y a plusieurs inégalités qui se recoupent. Puis l'enjeu, c'est que souvent, les désavantagés dans l'une des catégories sont souvent les désavantagés dans l'autre catégorie aussi. Fait que c'est pour ça que c'est un enjeu qui est complexe, mais qu'il faut tout le prendre de front d'un coup. Pour l'autre portion, est-ce que la participation citoyenne peut être une solution? Mais je pense que oui, dans la mesure où, si on ne les entend pas, ça va être des intérêts particuliers qui vont se faire entendre. C'est déjà le cas. Et lorsqu'on met les citoyens et les citoyennes dans le coup, puis que ça se passe chez eux, ils vont prendre le micro puis ils vont dire « ça n'a pas d'allure ». Puis souvent, l'enjeu avec la participation citoyenne, c'est qu'ils vont avoir peur de deux choses. Ils vont avoir peur d'être incompétents, de ne pas savoir de quoi ils parlent, comme s'il fallait un doctorat dans chaque sujet sur lequel on se prononce. Ce n'est pas le cas. Si on outille bien les citoyens, les citoyennes, ils prennent des décisions et ils ont des avis qui sont éclairants, de sagesse. J'ai eu l'occasion d'organiser des débats, des consultations qui duraient des fois avec un même groupe 30 minutes ou 3 heures ou 3 jours. Puis à chaque fois, 2 choses se produisaient. La première, ils disaient toujours « on n'y arrivera pas, ça va être ben trop court ». Ça, c'est exponentiel. Plus le nombre de temps est long, plus ils considèrent malgré tout qu'il n'y aura pas assez de temps. Et la deuxième chose, c'est que les résultats sont toujours au rendez-vous. Vous devriez le voir à l'œuvre. Là, comme je suis en train de parler de mon enfant, je vous dis « il est génial », tu sais, puis le fait que moi, je ne le connais pas. Mais c'est magnifique ce qu'ils produisent. Lorsqu'on leur en donne l'occasion, puis lorsqu'ils se parlent ensemble, puis on donne de se modérer, puis de dire comme « OK, ouais, non, ça c'est un peu extrême. Ouais, ça, c'est vrai, c'est mon opinion. » Ou « Ouais, c'est vrai que les faits ne vont pas dans cette direction-là. » Puis le monde finit par s'arranger. Puis c'est comme n'importe quoi, un groupe finit par se créer, puis avancer dans une direction. Puis généralement, ce sont des avis qui sont pragmatiques, qui sont nuancés, puis qui prennent en compte toute la complexité d'une situation donnée et que les solutions aussi prennent en compte cette complexité-là. Fait que je suis très optimiste par rapport à ça, puis les citoyens sont capables de faire la part des choses à ce niveau-là. Fait que je suis confiant. C'est bon, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, je voudrais un peu mettre en parallèle la notion d'inégalité et de pauvreté. La question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que les pauvres seraient plus heureux ou plus vertueux si on parvenait à réduire l'évolution
du niveau de revenus des plus riches. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il ne faut pas porter la priorité sur la lutte contre la réduction de la pauvreté pour ensuite traiter la question des inégalités dans le sens où on cherche à améliorer les conditions de vie de ceux qui sont au bas de la distribution. Parce que vous venez de le dire, même parmi les plus riches, les gens peuvent se sentir encore... il existe des inégalités. Le riche, c'est toujours l'autre. Et est-ce que la richesse en soi n'est pas un problème, mais le problème se pose du moment où des gens se sentent pauvres et n'arrivent pas à vivre décemment, je trouve. Est-ce que la priorité ne devrait pas être portée sur la lutte contre la pauvreté? Merci. Les sociétés qui réduisent bien la pauvreté ont aussi moins d'inégalités et des classes moyennes plus importantes. Les sociétés qui disent qu'il faut juste concentrer nos efforts sur la pauvreté, ce sont les pays anglophones, anglo-saxons, qui font pas mal tous leurs efforts concentrés en faveur de la pauvreté, mais il y a deux problèmes avec ça. Le problème, c'est qu'ils font rien d'autre, puis la pauvreté augmente quand même. Ils ont les taux de pauvreté les plus importants. Donc, si on s'inspire des sociétés qui disent ça, qui ont ce discours-là, c'est l'inverse qui se passe. L'autre enjeu, c'est qu'avec un service public ou une redistribution qui ne profite qu'aux pauvres, on les stigmatise. Et c'est d'ailleurs l'un des arguments en faveur du revenu minimum garanti, de dire, en donnant un chèque à tout le monde, on n'est pas en train de dire « je te donne un chèque, mais juste à cause que tu es pauvre ». Puis, es-tu assez pauvre? Puis pour ça, on va vérifier jusqu'à quel point tu es assez pauvre. Puis ça va loin, là. On regarde aux États-Unis, c'est un excellent cas d'espèce de ça. On demande aux gens d'aller faire pipi dans un pot pour être sûr qu'ils ne consomment pas de drogue. Parce qu'on veut aider les pauvres, mais on veut vraiment les aider, pas en favorisant leur dépendance. Fait que, tu sais, il y a tout un aspect de discrimination qui n'aide pas dans ces circonstances-là. Tandis que si on a une société qui est plus égalitaire, si on veut favoriser une classe moyenne plus importante, il faut que la croissance des revenus favorise à tout le monde. Ce n'est pas ce qu'on a vu dans les 30 dernières années. Si on regarde les revenus des plus riches, ils ont pris le gros de la tarte. Puis si leurs revenus ont augmenté 6 fois plus rapidement, ce n'est pas à cause qu'ils sont 6 fois plus intelligents ou 6 fois plus formés. Ce n'est pas ce que les données disent. Il y a des problèmes qui viennent avec le fait d'avoir une concentration de revenus trop importante au sommet au niveau des crises économiques. Parce que là, cet argent-là, si vous faites 1 million par année, il y a des limites au nombre de jeans ou d'autos que vous pouvez vous acheter. Qu'est-ce que vous allez faire? Créer de la richesse. Comment vous allez faire? La mettre en finance, générer des rendements. Qu'est-ce que vous faites quand il n'y a pas assez d'argent qui s'en va dans l'économie réelle? À la place, elle s'en va en finance. De un, vous avez moins d'opportunités d'affaires, parce que moins de monde consomme. Puis de deux, puisqu'il y a moins d'opportunités d'affaires, on va plus spéculer, parce qu'il faut créer des rendements. Ça aussi, c'est une autre chose. Lorsqu'il y a une société qui est plus inégalitaire, le 1% est plus fort, ils veulent des rendements beaucoup plus importants qu'une société plus égalitaire va se satisfaire. C'est plus du 7-8%, c'est du 17-18% qu'on veut de rendement. Puis rendu là, c'est plus de la création de richesse, c'est de l'extraction de rente. Ils font juste prendre plus d'argent aux employés, duquel on dit « Désolé, il n'y a pas d'argent pour vous, on ne peut pas se le permettre, c'est vivre au-dessus de nos moyens. » Par contre, ils vont donner un 17% d'augmentation à l'actionnaire. Fait que, j'aimerais y croire, mais c'est pas ce que les données disent. Les problèmes sont là, puis on a une situation dans laquelle des écarts tendent à favoriser d'autres écarts. Et c'est là que ça mène à des problèmes politiques. Parce que là, plus que les gens au sommet ont des ressources, plus qu'ils vont l'utiliser pour favoriser le type de société qu'ils veulent favoriser. Puis je ne veux pas blâmer les individus de suivre les incitatifs qu'ils ont puis de vouloir améliorer leur sort. Même si des fois, c'est au détriment des autres. Puis encore là, ils ne vont pas nécessairement le voir, surtout s'ils ne l'ont jamais vécu. Ça fait penser à Marie-Antoinette, juste avant la Révolution française, avec les pauvres qui étaient à l'avant en train de manifester avec leur fourche. Merci. Parce qu'il n'y avait pas de pain. Il ne pouvait pas manger, il n'y avait pas de pain. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'ils mangent de la brioche. Ça.
Ils n'ont pas de brioche non plus, mais si tu ne connais pas c'est quoi la vie de ces gens-là, comment peux-tu, tu te dis, ben, c'est suffisant ce qu'ils reçoivent. Le conseiller spécial du président Donald Trump, ancien président de Goldman Sachs, Gary Cohn, a dit la semaine passée, parlant des baisses d'impôts super qui allaient venir pour la classe moyenne, il a dit, ben, toutes les familles vont pouvoir avoir 1000 $. Avec ça, ils vont pouvoir rénover leur cuisine puis s'acheter une nouvelle automobile. 1000 $. À un moment donné, tu deviens déconnecté, puis tu te ramasses avec deux sociétés au sein d'une seule société, puis c'est là que ça devient un enjeu à ce niveau-là. Fait que c'est ma position par rapport à ça. Le temps file. On a une question ici. Si ça serait possible, j'aimerais. On n'a pas encore entendu de femmes à date. J'aimerais, si on pourrait réserver les 2 dernières questions pour en priorité des femmes, ça serait bien. Oui. Bonjour. J'ai écrit ma question, ça va être plus clair comme ça. La théorie keynésienne a été critiquée par plusieurs selon quoi payer des gens à creuser un trou et en payer d'autres à remplir le trou ne crée aucune richesse. En ce sens, j'aimerais que vous me parliez plus en détail des bénéfices et des coûts de l'emploi garantis par l'État. Merci. Une bonne question. C'est un peu juste le terme en anglais, un épouvantail, en quelque sorte, cet argument-là, parce que, à moins d'avoir un gouvernement vraiment poche, là, qui se dit, ben, on va aider les gens en leur faisant creuser des trous, ce qui d'ailleurs, la raison pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir un programme d'emploi garanti, c'est avoir un emploi, ça donne du sens à sa vie. En tout cas, si on a un bon emploi, tu as davantage de connexions humaines, une relation humaine. L'idée, c'est que tu vas davantage favoriser les gens avec ça plutôt que de leur donner de l'argent puis qu'ils restent seuls puis qu'il n'y ait toujours pas de réseau. Alors, si tu veux que les gens aient du sens en ayant un emploi, bien, l'idéal, c'est pas de leur faire creuser un trou puis de leur remplir. T'sais. Mais l'idée que Keynes essayait de mettre de l'avant avec ça, c'est que c'est les dépenses. À un moment donné, il faut juste encourager que les dépenses ils commencent pour que, à cette époque-là, pendant la Grande Dépression en 1929, l'enjeu, c'est que les gens ne dépensaient pas. Puis à cause que les gens ne dépensaient pas, il y avait moins de croissance économique. Puis à cause qu'il y avait moins de croissance économique, les gens se disaient « Ah ben là, des temps plus difficiles s'en viennent. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais épargner parce que, tu sais, je vais en avoir besoin. » Puis là, ben, il y a encore moins de gens qui dépensaient. Puis ce cercle vicieux-là s'est installé, puis c'est devenu la Grande Dépression. C'est arrivé à un point où est-ce que les gens ne dépensaient plus. Puis l'enjeu, c'est que les entreprises vont juste dépenser, investir, si les consommateurs ou l'État dépensent. Puis si les consommateurs ne peuvent pas dépenser parce qu'ils sont trop endettés, leurs revenus n'augmentent pas, puis qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas de job parce que personne ne dépense, mais qui reste? PIB, là, vous connaissez la formule. Les ménages, les entreprises et l'État. Il y a juste l'État qui peut dépenser. Puis la bonne chose, c'est que l'État, lui, il peut se permettre de s'endetter, en particulier s'il y a le contrôle effectif de la création monétaire, parce que lui, il ne peut pas mourir. L'État ne meurt pas. Le ménage va mourir, puis il doit rembourser avant qu'il meure, mais pas l'État. Et si l'État crée de la monnaie, il ne va jamais manquer de billets. C'est lui qui l'imprime, il y a le contrôle dessus. Puis en passant, ceux qui veulent me sortir l'exemple du Mozambique ou du Zimbabwe. L'exemple du Zimbabwe, c'était vraiment des problèmes de l'offre avant des problèmes de la demande. Donc le problème inflationniste était déjà là. Puis du côté de l'Allemagne, bien, c'était la solution du gouvernement allemand pour réduire un endettement que les Alliés leur avaient imposé. Puis pour lequel Keynes, d'ailleurs, avait écrit l'un de ses premiers grands livres qui était The Casualty of Peace, ou en tout cas The Problem with Peace, le coût de la paix. Puis il se disait, ça n'a pas d'allure qu'on mette autant de dettes sur l'Allemagne, on va juste tuer l'Allemagne, créer du populisme, puis ça n'aura pas d'allure, puis pour avoir un dictateur qui peut sortir de là. Il écrit ça en 1919. 1933, Hitler est arrivé au pouvoir. Bon. L'Allemagne a juste fait ça pour se débarrasser d'un endettement qui l'étouffait. Mais un pays qui a le contrôle de sa masse monétaire, je ne dis pas qu'il devrait... il y a quand même une contrainte à ça, mais ça, cette contrainte-là, c'est au niveau de sa production. Quand s'il est à pleine capacité au niveau de ses industries, quand que tout le monde est au travail, mais c'est sûr que si tu fais juste jeter de l'argent encore plus dans l'économie, bien là, il va y avoir de l'inflation.
Too much money chasing too few goods. C'est ce qui s'est passé dans les années 70. Mais dans les années 70, tu avais le gouvernement américain qui voulait à la fois combattre une super guerre au Vietnam, puis à la fois avoir son programme de Great Society. Puis il faisait juste jeter de l'argent. Le monde était déjà au plein emploi, les entreprises étaient à pleine capacité. Tout ce que tu fais, c'est créer de l'inflation. Mais généralement, la condition habituelle de l'économie, c'est du sous-emploi. Sous-emploi des entreprises sont entre 70 et 90 de leur pleine utilisation. Les machines, ils ne roulent jamais à 100 c'est très rare. Puis quand c'est le cas, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète plus de machines. En ce qui concerne les emplois, les individus, généralement, il y a toujours du chômage, sauf le chômage frictionnel qui, bon, lui il va toujours en avoir, mais en haut de 3 4 c'est des gens qui veulent travailler puis qui ne se trouvent pas de job. Puis ça, on ne parle même pas du sous-emploi des gens qui aimeraient bien travailler à temps plein, mais ils ne peuvent pas, on ne leur offre pas la job. Fait qu'à ce niveau-là, pour les pays qui ont un contrôle sur leur politique monétaire, peuvent faire des choses intelligemment. Puis c'est ce que les exemples des 100 dernières années démontrent. Puis les contre-exemples, bien, c'est juste mal connaître l'histoire de ce qui s'est passé. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir le contrôle de sa monnaie, parce que quand on n'a pas le contrôle dessus, tout ce qui nous reste, c'est la dévaluation interne, c'est de couper dans les services publics, c'est d'avoir plus de... c'est de couper dans les salaires des gens. Bon, comme on a vu en Grèce, ils ont perdu un quart de leur PIB, taux de suicide a augmenté comme ça ne se peut pas, taux de chômage est à 50 pour les jeunes. C'est un cataclysme, ils ont perdu une génération. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils joignent l'euro, puis que c'était donc bien important qu'ils perdent leur souveraineté monétaire. Il y a d'autres enjeux qui viennent avec ça, là, puis la Grèce n'est pas parfaite. Ils travaillent plus que les Allemands en passant, en nombre d'heures par semaine. Fait que, voilà, ça, c'était ma réponse par rapport à devrait-on creuser des trous pour les renterrer par la suite? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça marche? En fait, ma question, c'est par rapport à la productivité. Donc, je vais aller plus au-delà du revenu puis au-delà de tout ça. C'est une question plus de contradiction que j'essaie de trouver comme réponse. On sait que pour la productivité, dans le fond, si on regarde le PIB, on va s'influencer par justement le nombre d'heures travaillées, puis par le capital. Par contre, on sait que dans les prochaines années, la démographie va avoir un gros impact sur notre économie par rapport justement aux emplois et tout ça. Donc, une des solutions qui a été apportée au niveau économique, c'est justement d'encourager l'éducation pour justement chercher l'innovation, chercher plus d'idées, un peu comme nos créateurs de Apple et de Microsoft. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que justement le fait qu'on veut dans un certain point, ralentir le revenu pourrait pas venir à une sorte de contradiction entre tout ça. Bref, ma question, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte que les inégalités soient réglées en même temps de régler un problème de productivité au niveau économique pour le Canada? Super bonne question. Par quel bout je peux la prendre? Un livre qui a été écrit il y a 2-3 ans par une brillante économiste, Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State. Elle démontre dans ce livre que la plupart des innovations technologiques viennent non pas des investissements privés, mais des investissements publics. Et elle prend comme exemple, heureusement vous avez nommé Apple, le iPhone. Et elle dit, tous les éléments innovateurs du iPhone viennent d'une innovation générée par le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement prend des risques. Et j'ai assisté à une de ses présentations sur la couverture de son livre. C'est un lion. Et elle dit, on présente souvent les entrepreneurs privés comme des lions, ils investissent, ils sont courageux. Puis elle dit, alors que they're more like pussycats, puis là, un petit minou comme photo qui apparaît, parce qu'ils sont frileux, ils ne sont pas prêts à prendre des risques. C'est l'État qui prend le gros des risques, puis on le voit en télécommunications, on le voit Internet, on le voit dans les innovations technologiques que ça prend de l'argent
ça prend... Il faut que ce soit l'État qui prenne ces risques-là, parce que le privé, il ne prendra pas ces risques-là. Internet, c'est une innovation de l'armée américaine. Google, son algorithme qui en fait une super puissance, c'était une recherche financée par le gouvernement américain. Tesla est né grâce à un programme qui finançait des organisations qui allaient mettre en place ce type d'innovation verte nécessaire à la société parce que lorsqu'on regarde du côté du marché privé, bien, il n'y a pas les incitatifs à faire ce qui est nécessaire. Du moins pour un virage comme ça. Alors, je pense que c'est intéressant de regarder cet aspect-là, le rôle que l'État peut avoir. Lorsque c'est bien fait, je ne dis pas que toutes les actions de l'État sont toujours bonnes. Il y a des bonnes façons de faire les choses, il y a des moins bonnes façons de faire les choses, il y a des mauvaises façons de faire les choses. Favoriser les petits amis, c'en est un exemple de mauvaise chose à faire. Mais l'autre chose, c'est que la productivité, elle augmente lorsque la demande, elle augmente. Pourquoi? Parce que bien, quand la demande, elle augmente, les entreprises arrivent à pleine capacité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent d'autres machines. Puis ils achètent d'autres. Ils investissent davantage à ces moments-là. Là, présentement, on a une économie d'extraction où les plus riches, où les rentiers, où les actionnaires, ils demandent une cote beaucoup plus importante. Où est-ce qu'ils coupent? Dans l'investissement. L'investissement, ça mène à la productivité, exactement. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils nagent dans l'argent présentement. Depuis 10-15 ans, les entreprises nagent dans les liquidités. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Est-ce qu'ils investissent? Non. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de plus riches que maintenant. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils rachètent leurs actions pour augmenter la valeur de leurs actions et de leur rendement. C'est de l'extraction de rente. Ils prennent l'argent et ça met dans leur poche. Alors, ça, c'est les deux choses que je dirais par rapport au rôle de l'État. Ceci étant, peut-on réduire les inégalités en même temps qu'on augmente la productivité? J'avais le graphique avec les deux périodes, les trois périodes. La période du milieu, là, les 30 Glorieuses, où l'État était présent, c'était aussi la période la plus productive de l'histoire de l'humanité, avec des gains de productivité de 5, 7, 8 % par année pendant 30 ans, de façon soutenue. C'est plus ce qu'on voit. Puis l'une des raisons pourquoi c'est plus ce qu'on voit, à cause de l'extraction de rente dont je vous parle, notamment parce que les gains de productivité qui suivaient la même courbe que l'évolution des salaires, gains de productivité salaire, pendant les années 40, 50, 60, 70, la courbe se suivait. Les courbes se suivaient. Et à partir des années 70-80, il y a eu un écart. La productivité a continué d'augmenter, le PIB a continué d'augmenter, les salaires ont commencé à stagner. Il y a un écart à partir de ce moment-là. Cet écart-là, ben, c'est allé dans les poches des actionnaires, des rentiers. Alors, est-ce que c'est possible de réduire les inégalités en même temps qu'on augmente la productivité? Il y a une partie sur laquelle ces deux choses-là vont ensemble, vont dans la même direction, notamment au niveau de la demande. Mais il y a aussi des politiques spécifiques. Il y a des politiques de réduction des inégalités qui n'ont pas vraiment d'impact sur la productivité et vice-versa. Programme d'emploi garanti, si vous voulez augmenter la productivité, bien, une MEC job, l'employeur ne va pas vous former. Un emploi garanti, vous pouvez former les gens. Puis dans des emplois qui sont porteurs, si vous misez uniquement sur le lion qui est supposé être l'investisseur privé, bien, ça se peut que vous ramassez avec un petit chaton, puis qu'il n'y ait pas vraiment de gain de productivité. Ça serait ma réponse à votre question. Alors, merci beaucoup, Nicolas. En votre nom, je pense que ça fait le tour. Ce qui est intéressant, comme je dis souvent dans le cours, c'est qu'on ne parlait pas d'inégalité avant que Piketty sorte son livre. Maintenant, on dirait qu'on ne peut pas toucher à n'importe quelle question, que ce soit l'environnement, le chômage, la pauvreté, sans parler, ou la productivité, sans parler des inégalités. Alors, on a vu avec la conférence de Nicolas qu'on peut vraiment, c'est pas juste économique, c'est social, c'est anthropologique, c'est sociologique. Alors, je voudrais en votre nom remercier vraiment Nicolas pour un exceptionnel tour d'horizon. Alors, merci beaucoup, Nicolas.